Bonjour, c'est Converging Education. Aujourd'hui, on reçoit donc le docteur Ezembe qui va donc nous parler de son organisation, Axe Pluriel, et du travail qu'il fait au sein de cette organisation pour les enfants. Oui, bonjour. Donc, effectivement, Ferdinand Ezembe, je suis docteur en psychologie et je dirige l'espace de vie sociale Axe Pluriel. C'est un espace où on s'occupe beaucoup de soutien à la parentalité, d'accompagnement à la scolarité, mais aussi de manière plus large, on propose des formations aux migrants qui sont en France. D'accord. Votre association se trouve où? 55 rue du Château d'Eau dans le 10e arrondissement de Paris. Et nous avons aussi des antennes en région, en banlieue parisienne. Vous existez depuis combien d'années? Une trentaine d'années. Exactement 29 ans. L'année prochaine, nous serons 30 ans d'existence. Waouh! Nous avons été créés en 93. D'accord. Qu'est-ce qui vous a emmené à créer cette association? Et quels étaient les besoins, s'il y avait des besoins spécifiques sur ce territoire pour que vous vous installiez dans le 10e? Bon, c'est très intéressant. J'avais une expérience de psychologue classique. J'ai fait mes études de psychologie en France. J'ai eu l'opportunité et la chance de rencontrer Madame Palmer, Betty Palmer, qui était psychologue à Los Angeles aux États-Unis. Et c'est elle qui m'a invité aux États-Unis pour voir comment ils travaillaient là-bas. Et j'ai découvert le travail spécifique sur une communauté, la prise en charge des problèmes spécifiques à la communauté africaine-américaine aux États-Unis. Et de retour, elle m'a dit, quand tu rentres en France, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose par rapport à ta communauté? Effectivement, il y avait des problèmes spécifiques de la communauté noire, mais moi j'ai fait des études de psychologie en général. Et revenu à Paris, j'ai donc créé cette structure avec l'ambition de répondre aux problématiques des familles africaines, mais aussi des professionnels français qui étaient en charge des familles africaines et pour lesquels ils n'avaient souvent pas de bonnes solutions. Alors, quelles sont les problématiques auxquelles vous êtes confrontés lorsque vous rencontrez certaines familles africaines, notamment les institutions qui font appel à vous pour intervenir auprès d'un certain public? Alors, et d'abord, la première chose sont des malentendus culturels. Il y avait la méconnaissance totale des populations africaines en France, de l'histoire des Africains, même pourquoi ils étaient en France. Donc vous avez commencé il y a 30 ans, il y avait toujours cette méconnaissance. Il y a 30 ans, c'était très pertinent parce que personne ne connaissait les Africains. Les travailleurs sociaux français sont formés dans des écoles de travail classiques. Il n'y a aucun cours sur l'histoire de l'Afrique, aucun cours sur la sociologie. Et donc, même quand je parlais du Cameroun, on ne sait où c'est Chianti, mais on ne voit pas où ça se trouve. Il fallait que je précise aux gens que c'est un pays en Afrique centrale et que c'était le pays de Roger Mila. Donc c'était un peu ça. Donc, ils ne connaissaient absolument rien du Cameroun, ni de l'Afrique, ni de l'histoire de l'Afrique. À leur décharge, il n'y avait aucun cours à l'époque sur l'Afrique noire. Mais en quoi, par exemple, l'intervention d'un travailleur social va nécessiter une connaissance particulière de l'origine des personnes qui l'accompagnent? Je prends par exemple un éducateur spécialisé ou une assistante sociale. Alors, deux problématiques très simples. Par exemple, la polygamie. D'accord. La polygamie n'existe pas en France. Les travailleurs sociaux sont retrouvés avec des familles à 4, 3 épouses, une quinzaine d'enfants, et donc complètement perdus. Qu'est-ce que la polygamie? Autre problème qui posait à l'époque, l'excision. D'accord. C'est quoi l'excision? Les travailleurs sociaux se retrouvent avec ces parents qui revendiquent l'excision. La notion de famille, par exemple, qui était très élargie pour les Africains, et les Européens ne comprenaient pas que les gens qui ne portent ni le même nom, ni la même histoire, ça revendique de même d'une même famille. Autre chose très simple, par exemple, sur l'éducation des enfants, ces parents africains qui laissaient les enfants jouer à pas d'heure à l'extérieur, alors que pour les familles françaises, les enfants étaient en danger, il fallait qu'ils rentrent chez eux, et les familles disaient, mais non, il est en train de jouer. Donc, la rue ici était conçue comme un endroit dangereux pour les travailleurs sociaux, mais les parents africains restaient à l'immeuble, discutaient entre eux et les enfants descendaient dans les parcs et jouaient tout seuls. Mais moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable et dire, mais enfin, que ce soit la polygamie ou, par exemple, vous avez parlé de l'excision, je ne connais, enfin, et pourtant d'origine africaine également, ce ne sont pas des problématiques
qui m'affectent, ou j'ai l'impression qui sont si importantes au sein des communautés noires. Est-ce que c'est le cas? Si, c'est le cas, mais parce que ça n'a pas été étudié. D'accord. La majorité des situations, par exemple, l'éducation via disons, de la violence dans les pratiques éducatives. Les enfants comptables parce qu'ils n'ont pas étudié, parce qu'ils n'ont pas fait leur devoir. C'est assigné à la maltraitance ici. Il fallait faire tout ce travail pour expliquer aux parents qu'il était interdit en France de taper les enfants et que expliquer aux parents, aux travailleurs sociaux français, que ce n'étaient pas des parents sadiques. Ils transmettaient que ce qu'ils avaient appris comme mot d'éducation, et il fallait leur donner le temps de s'adapter aux mœurs français. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, avec finalement 30 ans d'expérience sur le terrain, qu'il y a quand même, malgré les différences entre les différents groupes ethniques africains installés en France, des particularités dans les problématiques en lien avec l'éducation des enfants, et lesquelles notamment? Alors après, on rentre dans les questions de classe sociale. D'accord. C'est-à-dire qu'on a 3 classes sociales africaines, africaines en France. Vous avez des personnes qui viennent directement des milieux ruraux. Ils ont quitté leur village au Mali, se retrouvent à Paris à devoir éduquer un enfant en français, l'amener à l'école alors que lui n'a jamais été à l'école, et devoir l'insérer dans une société où il ne parle même pas bien la langue française. Donc, et en plus, il est musulman. C'est pas la même religion que les Français catholiques. Donc ça pose un type de problème particulier. Vous avez ensuite des personnes qui sont arrivées ici comme des intellectuels et qui eux maîtrisent le système d'éducation française, les mœurs françaises, qui ont d'autres soucis qui sont de l'intégration à la société française, mais ne trouvent pas leur place parce qu'il y a du racisme, parce que les processus d'intégration sont très très longs. Donc il y a ce genre d'espèce de ressenti et une aigreur. Et après, vous avez des personnes qu'on appelle des aventuriers qui sont arrivés en France comme ça et qui n'ont pas de projet précis. Et ça se ressent dans l'éducation de l'enfant, où les enfants ne savent pas où se situer. Donc c'est toutes ces problématiques-là qu'on doit gérer entre les parents qui sont là 6 mois et 6 mois en Afrique et qu'on leur explique que l'enfant a besoin de toi quand même tous les jours parce qu'il va à l'école de quelqu'un. Il dit oui, mais moi c'est pas mon problème. D'accord. Donc je comprends bien ces 3 différentes catégories finalement de parcours migratoires et de familles migratoires. Comment ça s'opère en termes de demande, par exemple, soit de ces familles-là, soit des institutions, par rapport à Axe Pluriel? Pour les différents publics, qu'est-ce qui emmène, éventuellement, quelles problématiques sont récurrentes pour lesquelles vous devez intervenir? Oui, alors, problématique principale déjà, c'est l'éducation des enfants. Les parents disent, dites-nous comment élever nos enfants en France parce que nous ne comprenons pas comment ça se passe. Ils vous le dites, ils vous le disent directement? Directement. La question principale, par exemple, c'est celle du droit des enfants. Toutes les catégories, tous les 3 groupes juste, confondus. Tous les 3 groupes confondus, d'accord. La question du droit de l'enfant est très mal perçue dans les familles où on leur dit mais l'enfant est une personne, il a le droit d'avoir son opinion, il a le droit de protection et tout ça. Et puis les gens disent mais moi j'ai été élevé en Afrique, même les intellectuels. Hein. Oui. Moi j'ai été élevé en Afrique, j'ai toujours obéi à mon papa et quand ça ne l'est pas, j'ai filé une claque. D'accord. On leur dit mais écoutez, ici, votre enfant a le droit d'avoir son opinion, il a le droit d'avoir une vie interne, il a le droit d'avoir son autonomie, ce sont des notions très compliquées. La deuxième notion qui pose problème, c'est aussi cette incompréhension de qui suis-je. Souvent, les parents veulent que leur enfant, même s'ils sont nés en France, reste africain. Et les enfants qui naissent, moi je ne suis pas africain, je suis français. C'est quoi rester africain dans l'idée des parents? Dans l'idée des parents, c'est se marier à son cousin. Voilà, vous êtes dans la même famille, c'est moi qui choisis qui tu épouses, et la fille qui dit non. Moi, je veux faire comme mes copines à la fac ou au lycée, je vais choisir qui je veux. Ce n'est pas à toi de m'imposer mon mari. Donc, il y a déjà ce type de problématique qui est très très importante où on essaie d'assigner les enfants à des identités qu'ils ne veulent pas. Une autre question qui est très très pertinente en ce moment, on a eu des situations très dramatiques. La question de l'homosexualité dans les familles, et même j'ai des patients dont enfants veulent changer de sexe, transgenre, ils sont d'origine africaine. Et donc, voilà des problématiques complètement où les parents sont perdus. Donc, c'est de leur expliquer que oui, l'enfant a une identité. Et ça, ils ont du mal à comprendre. Notamment, j'aimerais qu'on se voit à un autre moment pour la question notamment de l'orientation sexuelle et enfin, j'aime pas dire préférence, mais
de l'orientation sexuelle et de l'identité sexuelle, de l'identité de genre de manière générale, puisque je pense qu'au sein de notre communauté, c'est des communautés en général, c'est un vrai questionnement des jeunes aujourd'hui et des parents qui les accompagnent. Donc je vais en profiter à un autre moment pour discuter, parce que je pense que c'est tout un sujet en soi. Et pour revenir plus spécifiquement à des problématiques un peu générales, notamment, je vais revenir par exemple sur les groupes dits intellectuels. Donc là, vous intervenez, vous dites toujours, ils veulent être africains, mais est-ce que, et pourtant la problématique de la catégorie en elle-même, c'est l'insertion ou l'intégration dans la société française. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une certaine dualité là. Oui, les parents ont un discours paradoxal. D'accord. Je vais redire l'anecdote d'un parent, c'est lui-même qui me l'a dit, et qui dans sa voiture passait son temps à dire, mais les Français sont comme ça, les Français font ceci, les Français ceci, les Français cela. Et son enfant lui dit, papa, je croyais que nous sommes Français. D'accord. Voilà. Donc on voit bien la contradiction. C'est ce monsieur qui me l'a dit. Et donc l'enfant entend deux discours. C'est ça qui met en difficulté, parce que les parents n'acceptent pas le fait qu'ils sont immigrés, qu'ils sont dans une nouvelle culture et qu'ils doivent accepter les mœurs de cette culture et fonctionner comme cela. Donc ils disent les Français en parlant des Blancs. Et donc l'enfant a une pièce d'identité française, on n'a pas que lui dit qu'il est français. Quand il part au Cameroun, il a un passeport au Sénégal, au Mali français, mais à la maison, son père parle des Français. D'accord. Donc cet enfant grandit avec cette espèce de contradiction et des conflits de loyauté. Conflit de loyauté, intéressant. Moi, j'enseigne, donc, et je suis souvent confrontée à des parents d'origine africaine qui soit sont d'une familiarité extrême avec moi lorsqu'ils se rendent compte que je suis un éducateur noir, et me confient souvent, disent « Ah, mais je suis rassurée, c'est votre enfant. » Et je suis souvent, dans mon esprit, je dis « Enfin, je suis pas, je suis l'enseignant. » Et parfois, il est difficile d'imposer cette espèce de distance, ou sinon, il y a carrément un autre profil de parents, c'est ceux qui n'existent pas. Ceux que je ne vois jamais, j'ai beau insister, une maman par exemple, d'origine camerounaise, elle m'a dit j'ai pas le temps de ces choses-là. Alors qu'on a énormément, toute l'équipe éducative a de gros problèmes avec son fils, qui est en difficulté scolaire et qui pourtant très intelligent va être orienté parce que tout simplement les difficultés de comportement font que nous on ne peut pas le contenir. Comment vous expliquez ça? Effectivement, c'est le projet migratoire. Même si on parle des personnes d'origine rurale, urbaine ou des intellectuels, ce qui va être déterminant, c'est le projet migratoire. Pourquoi les gens sont venus en France? D'accord. C'est ça, c'est pour ça que quand le projet migratoire vient en France pour gagner de l'argent et repartir au Cameroun, m'épanouir au Cameroun, la priorité des parents serait de se réaliser au Cameroun. D'accord. Donc, pourquoi je vais perdre mon temps à aller écouter ce que dit un enseignant à propos de mon fils, alors que moi, de toutes les manières, je suis en train de construire, je suis en train d'investir, j'ai d'autres intérêts que d'aller écouter ce que dit l'enseignant. Alors, si je vous écoute, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est même pour être d'origine camerounaise, même au Cameroun, il y a une importance accrue. J'ai des parents que j'accompagne au Cameroun qui insistent sur leur vœu de réussite de leurs enfants. Pourquoi ça ne se traduit pas également ici alors? Si, ça se traduit ici. Il y a beaucoup de parents. Et d'ailleurs, moi j'ai des situations où j'ai dû dire à des parents, attendez, paradoxalement, laissez l'enfant s'épanouir. Être un enfant. Être un enfant et choisir ses vœux. Nous connaissons tous ces parents qui veulent que les enfants soient scientifiques. Oui. Alors que la jeune fille dit, moi je vais faire école de commerce et voir, mais j'ai envie de m'opposer. Et les parents qui viennent, qui insistent en disant que ma fille doit être scientifique, elle doit être... Voilà, donc vous voyez cette surcharge sur la réussite scolaire. J'ai eu un parent qui est sous maltraitance. Oui. Sa fille est arrivée en France et s'est retrouvée en troisième en difficulté scolaire. Oui. Et lui, il ne comprenait pas que sa fille ne soit pas première de la classe. En me disant, on a une maison, on a une grande villa, j'ai tout, j'ai payé tout le monde, et voilà, elle n'est pas première de sa classe. Donc il s'est mis à taper sur sa fille.
D'accord. Et j'ai dû intervenir pour lui dire que sa fille avait le droit de ne pas être première de la classe, qu'elle n'était pas une fille médiocre, elle était moyenne, mais lui, il avait eu des difficultés de réussite au Cameroun. Arrivé en France, il a surinvesti la réussite scolaire de sa fille, qui n'était absolument pas motivée par la réussite scolaire. Elle avait son projet, elle voulait faire d'autres choses, elle m'a dit clairement, je n'ai pas que je n'aime pas l'école, mais moi, je n'ai pas envie de passer mon temps à l'école. Et ça, on peut le comprendre de l'enfance, parce que j'ai parlé du droit de l'enfant, mais aussi son autonomie. D'accord. Et dans ces projets migratoires, finalement, et ça fait 30 ans que vous existez, il n'y a pas justement une espèce de dualité, parce que finalement, j'en vois très peu rentrer. Oui, mais c'est le paradoxe, hein, c'est que tout le monde dit qu'il va rentrer, ne rentre pas. Donc c'est le transitoire qui dure. D'accord, C'est ce le transitoire qui dure. C'est le transitoire qui dure, et c'est un des éléments qui déstabilise beaucoup les enfants, parce que les enfants entendent leurs parents dire qu'on va rentrer, on va rentrer. Comment je vais m'investir quelque part si je sais que dans 2 ou 3 ans, on va repartir? D'accord. À la différence des autres immigrations portugaises ou asiatiques, où on a bien vu qu'ils venaient en France définitivement. Donc ils n'ont pas ce discours dualistique où on partira un jour. Oui. Ils viennent en France, ils ont quitté le Vietnam, ils viennent en France pour s'installer à long terme en France, ils s'investissent dans la culture, certains même prennent des prénoms français, changent et ils sont là pour longtemps. Et donc ça stabilise les enfants qui savent qu'on est là et notre avenir va se Donc on est chez nous. On est chez nous. Donc quand on dit à l'enfant, c'est pas grave, de toute manière, tu vas au Mali, tu vas au Cameroun après. Donc l'enfant se dit, pourquoi je vais perdre mon énergie à apprendre ici, à m'accommoder dans un pays où peut-être dans 2-3 ans, je ne serai plus là. D'accord. J'ai également, à côté donc, de mes activités d'enseignant, mes activités de coaching, où je suis de plus en plus confrontée à des parents qui, ingénieurs ou autres, qui sont venus dans un projet migratoire, premièrement, qui était estudiantin, et finalement se sont installés, ont de très bonnes professions. Souvent, enfin pour situer, j'ai l'impression que leur cadre amical est souvent très africain, enfin, ou en tout cas très concentré sur des personnes avec des parcours migratoires identiques. Bien qu'étant inséré, on va dire, professionnellement, socialement, c'est un peu différent. Et du coup, souvent, alors même qu'eux ont eu des parcours scolaires pas forcément brillants, mais en tout cas bons, qui leur permettent d'avoir des emplois de cadre assez bien rémunérés, leurs enfants sont souvent en échec scolaire. Et je vois de plus en plus cette demande de renvoyer l'enfant adolescent en Afrique pour, soi-disant, le remettre sur les rails pour obtenir l'orientation demandée ensuite en France où il était en échec. Et souvent, ces projets sont, en termes de résultats, mi-figue, mi-raisin, parce qu'on se retrouve avec un enfant qui est séparé de sa fratrie, qui se retrouve en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal ou ailleurs, revient avec parfois des problèmes supplémentaires, soit des addictions ou des troubles psy différents du fait d'avoir été séparé de sa fratrie. Est-ce que vous constatez ça? Est-ce que c'est aussi des choses ou des consultations que vous avez de plus en plus? C'est une fraction minoritaire des phénomènes de disparentalité. C'est des parents qui fonctionnent mal. Disparentalité, est-ce que vous pouvez expliquer? C'est la mauvaise fonction parentale. Des gens qui ne conçoivent pas, qui ne maîtrisent pas qu'est-ce qu'être un parent. C'est l'investissement nécessaire qu'il faut pour un enfant quand il est en difficulté. Et l'investissement nécessaire qu'il faut. On sait par exemple que beaucoup d'enfants qui réussissent dans des grandes familles françaises, la mère ne travaille pas. Ça va étonner du monde, mais je suis ingénieur, mais je reste à la maison, je m'occupe de l'éducation de mes enfants. C'est un travail à temps plein. Et beaucoup de gens ignorent cela, cet investissement de dire, quand les enfants rentrent, je lui pose la question, comment ça a été aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? J'irai voir ton professeur, je vais t'accompagner à la leçon de flûte, dimanche je vais t'accompagner au tournoi. Toutes les expériences montrent que le temps que les parents ont mis pour s'occuper de l'enfant est très important. Donc, ces parents ne sont pas dans cette logique-là. Ils croient souvent que la réussite matérielle seule suffit pour faire réussir l'enfant. Mais les discussions que j'ai eues, par contre, quand j'ai fait l'étude de personnes
dont les enfants sont dans les grandes écoles ici, Oui. la plupart des parents sont eux-mêmes issus de grandes écoles, Donc, y compris au Cameroun. D'accord. Mhm. Donc, moi, j'ai souvent des mamans ingénieures, camerounaises, ivoiriennes et autres, et je leur demande souvent, est-ce que vous allez aux réunions de parents d'élèves? Est-ce que vous êtes vous-même parent d'élèves? De quelle manière vous engagez? Est-ce que vous accompagnez les enfants aux activités extrascolaires? Et la réponse est souvent, ah ben non, moi j'ai pas le temps, je travaille. Et je leur dis, bah, vous savez, beaucoup de mes collègues et moi-même, puisque j'ai eu à faire le même choix, en étant cadre, j'ai dû arrêter mes activités qui m'étaient trop prenantes pour pouvoir être là pour mon enfant. Et c'est ce que beaucoup de mes collègues, effectivement, comme vous l'avez dit, sont des cadres, enfin, je ne connais de toute manière pour avoir la fonction d'enseignant dans le secondaire ou le supérieur, on est tous à minima bac+5, et souvent ce sont des choix que nous avons fait de mettre entre guillemets entre parenthèses notre propre carrière pour réussir. Pourquoi dans ces familles c'est pas le cas? Et parce qu'elles ne conçoivent pas le fait d'être parent comme une fonction. Et les stratégies de réussite scolaire en France, c'est vraiment une stratégie. Exactement. La réussite scolaire, c'est une stratégie. J'ai interrogé beaucoup de Camerounais dont les enfants ont intégré les grandes écoles, y compris médecine et compagnie. C'est logique, ils disent toutes la même chose, ils sont beaucoup investis. Ils sont beaucoup investis dans l'éducation, ils ont été très très présents. J'ai un ami dont sa femme s'est arrêtée pendant 1 an parce que sa fille devait faire médecine. Et elle a eu médecine. Mais sa femme s'est arrêtée, elle m'a dit non, Ferdinand, je voulais que mon enfant aille, donc je me suis mis à disposition. Et je lui ai dit, mais elle était première de sa classe. Elle m'a dit, non, absolument pas. Elle n'était pas première de sa classe. Je lui ai dit, est-ce qu'elle était dans un grand lycée reconnu? Elle m'a dit, non, c'était ici le Moulineau. Et en plus, pour faire médecine, le lycée en soi, c'est pas le déterminant, notamment pour Parcoursup. Ouais, mais c'est l'investissement qu'ils ont mis, et que sa maman a mis, au service de sa fille, qui était privée de toutes les sorties et compagnie, et qui était disponible pour étudier. Et ça me suis mis à disposition. C'est comme ça que ma fille a réussi. Alors moi, je fais souvent des conférences sur stratégie éducative, et beaucoup de parents me prennent toujours... n'aiment pas cette expression stratégie éducative. Ils le prennent mal, disent bon, en gros, vous faites de vos enfants des machines. Moi, je veux que mon enfant vive sa jeunesse, et je lui dis, mais enfin, il suffit de découvrir le talent ou les centres d'intérêt de votre enfant et de l'accompagner. C'est une stratégie en soi. Est-ce que vous pouvez expliquer et déconstruire ce concept de stratégie éducative et expliquer pourquoi éventuellement ils puissent heurter d'entendre... Ce sont des personnes qui croient que la vie est facile. D'accord. Et comme j'ai regardé les parcours des champions sportifs. Et tous disent la même chose. Je viens d'interviewer la maman d'un champion de France qui m'a dit, j'ai accompagné mon enfant à tous les tournois. Depuis qu'il est gamin, j'allais à l'entraînement, je l'ai accompagné au tournoi, et donc j'étais disponible. J'ai payé pour qu'il ait fait des tournois aux États-Unis. Donc c'était une stratégie des parents. Elle n'a pas dit, ben là, tu es bon et puis va jouer au foot, ça s'arrête. Et on verra bien ce qui va se passer. Non, absolument pas. Elle a payé des stages, donc elle avait une stratégie. Elle était là à côté de son enfant. Elle avait à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise fréquentation pour que le football soit vraiment ce qu'il a envie de faire et que ce soit déterminant. Elle a dit, tu ne réussis pas à l'école, pas de football. C'était une stratégie qu'elle a mis autour de son enfant, et c'est ça qui a fait que sans son enfant réussisse. On ne peut pas laisser un enfant dans la nature en disant, vas-y, tu seras une belle plante, tu seras champion de foot, tu seras champion de tennis. Absolument pas. Alors moi, pour avoir été dès le CM1 en sport-études, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait un cadre extrêmement important et qui est exigeant. Ce que j'ai constaté, c'est que on arrive dans certaines familles à accepter cette demande très exigeante, notamment pour les garçons dans le football, mais ils enlèvent tout le côté réussite scolaire. Comment ça se fait? Et pourtant, cette exigence que les parents n'ont pas pour la performance scolaire, ils l'ont pour le sport. Oui, alors c'est très intéressant. La personne et le joueur que j'ai demandé n'a pas réussi scolairement.
Oui, Mais sa mère m'a très bien expliqué que c'est parce que son enfant avait ce centre d'intérêt. oui, Moi, je peux très bien comprendre que l'enfant dise je n'aime pas l'école. Par contre, oui. si tu aimes le foot, tu t'y mets et tu t'investis vraiment dans ton activité. Mais il y a une C'est ça. différence entre aimer le foot et pas être un très grand, enfin, avoir des résultats scolaires Mhm. excellents, et il y a une différence entre être totalement en échec scolaire, comme je Mhm. vois notamment sur certains Mhm. territoires, où les parents se moquent éperdument de savoir par exemple que leur enfant a 68 demi-journées d'absentéisme, mais par contre il est en retard à aucun entraînement, et la majorité d'entre eux ne deviennent jamais professionnels. Mais c'est ce que les parents doivent savoir. Mm. C'est quelque chose qui. J'ai vraiment posé la question à cette dame et l'école n'est pas quelque chose qui intéresse tous les enfants à la Oui, base. On effectivement. doit l'accepter. Il y a des enfants qui n'aiment pas l'école. Même ceux qui ne sont pas footballeurs, Mhm. j'ai des enfants très intéressants qui m'avaient dit monsieur, je n'accepte pas d'être enfermé dans une salle pendant 1 heure ou toute une matinée. Alors, Moi, dans ce j'aime être cas, debout et bouger. mm, Ce garçon est cuisinier oui, aujourd'hui. je Parce suis que. contente que vous parliez de cet exemple parce que on est de plus en plus face à des enfants issus des communautés africaines qui sont orientés, Mhm. euh, malgré eux, vers des filières notamment professionnelles, Mhm. pourtant où l'employabilité est forte, mais Mhm. qu'ils n'aiment pas. Mhm. Et pourtant, ils ne travaillaient pas non plus dans l'école dite classique. C'est une question d'ambition parentale et de projet. Qui n'admire pas Maurice Sarko aujourd'hui? Effectivement, Voilà. Qui ne effectivement. l'admire pas aujourd'hui? Qui regarde son parcours, qui n'est pas Oui. fier de lui? Donc ce n'est absolument pas une fatalité. Ne pas Mm. réussir à l'école classique, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi ta passion? Et ce gamin me disait que lui, il ne supporte pas d'être assis Mhm. toute la matinée. Et Comment il est pour ça convaincre rouge. des parents qu'il n'existe pas une école, mais des écoles en fonction des enfants? Il faut que les parents fassent confiance aux professionnels. Oui. Ils doivent faire confiance aux professionnels. Et la plupart du temps, tous ceux à qui j'ai posé des questions sont allés interroger soit les professeurs, Oui. soit les CPE, Oui. soit des gens qui étaient déjà dans le métier, des coachs et tout ça, et qui ont dit voilà ce qu'il faut faire. Personne ne maîtrise tout, absolument Oui. tout. Donc, il faut faire confiance aux professionnels. Mais est-ce qu'il n'y a pas, moi, la difficulté à laquelle je suis confrontée, c'est notamment avec les parents issus d'une trajectoire migratoire où la réussite, et notamment au sein de leur communauté, est importante, et qui veut me dire, mais donc moi, je vais me retrouver auprès de mes amis dont les enfants sont en école de commerce et tout, et moi je vais dire que mon enfant fait cuisine, et quand je leur dis par exemple, bah, il y a les compagnons du devoir, enfin des filières d'excellence existent dans tous les domaines, et votre enfant, Pierre Hermé, a un CAP, et pourtant c'est Pierre Hermé. Donc comment faire vendre ou comprendre donc à ses parents, notamment les intellectuels, ce groupe dont vous parliez tout à l'heure, que leurs enfants, leur réussite peut s'exprimer dans des domaines auxquels notamment Oui, Pape Ndiaye parlait beaucoup des rôles modèles. le nouveau ministre Le de nouveau l'Éducation ministre, il nationale en parlait des rôles France. modèles. Donc, demandez à ses parents quels sont les revenus de Maurice Sarko aujourd'hui, qui est cuisinier, son influence médiatique, pour dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce que Maurice Sarko, quand vous le regardez à la télé, vous avez honte de lui quand il présente son activité, quand il dit ce qu'il fait par rapport à ses revenus? Étoile au guide Voilà. Là, Michelin, il va encensé prendre dans le monde le nouveau entier. magasin de Louis Vuitton à Paris, c'est lui. Effectivement. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas meilleure réussite que ça? Je veux bien mon procès être un ingénieur dans une suite de prestations complètement inconnues à Paris. Mon ingénieur La moyenne des informaticien, salaires des voilà. ingénieurs maintenant n'est pas très élevée, Voilà. et nous sommes dans une société de cadres, donc quasiment tout le monde est cadre. Moi, mes étudiants Voilà, ont une vocation à être cadre, et ce n'est pas les personnes les plus il n'y a brillantes. pas plus de honte d'être chef cuisinier étoilé, connu, qu'être ingénieur informaticien. Ce que les parents doivent comprendre, c'est comment l'enfant s'épanouit. D'accord. Oui, j'ai suivi une dame pharmacienne Oui. et qui voulait à tout prix que sa fille fasse pharmacie.
elle a eu un brillant bac scientifique. Oui. Et la fille a décidé d'être cuisinière, très dans l'hôtellerie. C'est un drame. Elle a mis sa fille en première année et la fille a quitté la première année pour aller faire un stage de cuisine. Et cette dame a chassé sa fille de chez elle. D'accord. La fille est allée dans Fille unique? Non, elle a 3 frères. Oui. La fille est allée habiter dans un foyer. Wow. Cette fille aujourd'hui est maîtresse dans un grand hôtel parisien. Le chef de ça dans un grand hôtel parisien. C'est un très beau métier, hein. Oui. Et elle gagne très bien sa Ah vie. oui, Hein. oui. Dans un grand hôtel de luxe parisien. Mais est-ce qu'on peut comprendre, entre guillemets, la détresse du parent qui se dit, notamment pour devenir pharmacien et avoir son officine en France, c'est les dettes contractées par cette femme, et sachant que finalement, tout cet investissement d'une vie, si elle n'a pas d'enfant pour reprendre son officine, grosso modo, c'est un peu le travail qui, entre guillemets, s'évapore. C'est ce que je disais au départ, l'enfant est une personne. Oui. L'enfant a son chemin, et il a de droits. C'est l'évolution majeure de nos sociétés de savoir que l'enfant est une personne. Il a le droit de savoir sa propre destinée. Sa propre destinée. Et l'exemple le plus amusant est toujours Chimamanda. Chimamanda. Cette littéraire africaine nigériane très connue, Mm-hmm. dont les parents avaient la détresse qu'elle ne fasse pas médecine. Oui, ses parents sont médecins, Les effectivement. 2 parents, et sa sœur aussi est neurologiste. Mm-hmm. Donc c'était une détresse qu'elle ne fasse pas médecine et qu'elle fasse littérature. Alors, qui on connaît aujourd'hui? Qui a son aura. Qui a son aura aujourd'hui? Mm. Ses 2 parents sont médecins et sa sœur aussi, je crois. Mm. Donc, dans une interview, il racontait que voilà, la détresse de ses parents, que leur fille ne soit pas médecin ou scientifique. Ben moi, je me souviens quand je vivais en Angleterre, c'est aussi là où j'ai été introduit au concept de Nigerian Parent Factor, où on voyait que les enfants nigérians ou d'origine nigériane, donc trajectoire migratoire des parents nigérians, réussissaient de manière excellente à l'école et investissaient un certain nombre de métiers ou de formations, notamment les formations scientifiques ou CPA, etc. Est-ce que ces stratégies-là, finalement, vous les condamnez parce que finalement, ça a aussi donné une masse importante de diplômés dans les grandes écoles, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, où cette communauté, les migrants nigérians, sont devenus un modèle éducatif, tout comme les Coréens ou les Indiens, par exemple, notamment dans le livre d'Annie Choi, où elle vantait en fait les stratégies éducatives de ces groupes migrants. Oui, mais on parle pour aussi des ratés pour compte, de tous ceux qui dans ces milieux n'ont pas réussi et qui sont des blessés pour la vie. La société doit rendre heureux tout le monde. Et on a besoin de grands littéraires, on a besoin de grands musiciens, on a besoin de grands artistes, on a besoin de peintres, on a besoin d'artistes, de sportifs. L'idée, c'est que les gens soient excellents dans ce qu'ils font. Les parents de Miles étaient médecins, c'était un grand chirurgien noir à l'époque, dentiste noir à l'époque, et son fils veut faire de la musique. Et Miles Davis a marqué l'histoire de la musique. Il n'est pas un dentiste comme son papa. Et Miles a marqué l'histoire. Si son papa s'était obstinant en disant que tu dois faire médecine comme moi, on aurait peut-être assassiné un génie. On a besoin de tout le monde, mais des gens qui soient excellents dans ce qu'ils font. Alors, comment accompagner parents, notamment, puisque finalement, c'est eux les plus importants, dès le plus jeune âge, dans des parcours migratoires, que vous soyez diplômé ou pas, qui ne sont pas si évidents que ça, en termes de renoncement, d'efforts, etc., de leur faire entendre que finalement, vous avez sacrifié beaucoup de choses, mais c'était pour cette liberté pour vos enfants. Comment aider les parents à comprendre ça? Le moins prononcé, c'est la liberté. C'est la liberté. Que nous vivons dans une société avec beaucoup de chances de liberté. Laissez les gens faire ce qu'ils ont envie de faire pourvu qu'ils soient heureux. À partir de là, il y a des enfants, des médecins qui sont très malheureux. J'ai consulté des médecins qui sont malheureux, qui m'ont dit j'ai fait ça pour mes parents, mais c'est un métier qui ne m'intéresse absolument pas.
Moi, je suis face souvent à des parents, paradoxalement, qui font appel à moi en tant que coach, qui, finalement, au bout d'un 2 ou 3 entretiens, finissent par m'avouer qu'eux-mêmes, on les a forcés à faire ce qu'ils font, et ils sont en train de reproduire la même chose avec leurs enfants. Et quand je le leur rappelle, ils me disent souvent, non mais c'est différent. Je ne peux quand même pas la laisser gâcher sa vie comme ça. Je dis, mais tu es par exemple, pour certains, vous êtes en pleine reconversion professionnelle, vous êtes à la limite du burn-out. Est-ce que vous voulez la même trajectoire dans 20 ans pour votre enfant? Oui. On a besoin de grands réalisateurs de cinéma. Et ça, je veux dire, quand un enfant dit, moi je veux faire du cinéma, oui, il faut le laisser faire du cinéma. On a besoin de grands réalisateurs de cinéma. On ne peut pas tous faire que des métiers scientifiques, techniques. Je veux dire, une société, ce n'est pas que ça. La France, c'est une grande culture, le cinéma français. Mais même les cultures dont sont originaires toutes ces personnes. Je pense que ce soit un Camerounais, voir son fils leur dire moi je veux devenir le next Manu Dibango, ça peut être c'est stimulant. Oui, il faut qu'il accepte les sacrifices que Manu a fait pour devenir un grand musicien. Tu veux faire du cinéma, il faut que tu acceptes d'étudier de l'école, de faire des grands films. Tout ça, on est dans une société ouverte avec plein de possibilités. Alors, on est là pour accompagner le génie de nos enfants, mais pas pour leur imposer nos... Alors, beaucoup de parents, notamment issus de la migration, pointent souvent le racisme comme objet de tension dans leur rôle en tant que parents. Dire oui, mais moi je veux faire ça, je ne peux pas parce que là en France on laisse les enfants, ou sinon de dire mon enfant a été mal orienté parce qu'il est noir, etc. Est-ce que réellement le racisme est un frein dans la réussite de nos enfants ou c'est beaucoup plus complexe que ça? Je dirais que c'est plus complexe. J'ai posé la question à un enseignant noir. Il m'a dit, si un enfant a de bonnes notes à l'école, il sera pas mal orienté. En tout cas, moi, étant enseignante, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je pense que les enseignants sont comme toutes les professions. Il y a le même taux de racisme, à mon avis. Je ne connais pas, en conseil de classe, un enfant noir avec 17, 18 de moyenne être orienté dans une filière, entre guillemets, poubelle. Je n'ai jamais vu ça. C'est ce qu'il m'a dit, donc voilà. Si un enfant est moyen, on va demander à ses parents qu'est-ce qu'ils pensent, comment faire. Mais il ne sera pas orienté vers une voie de garage. Si les parents daignent se présenter. Se présenter. Si les parents sont d'accord, on ne s'opposera jamais au choix des parents. Voilà. Troisième cas de figure, des enfants qui ont de très mauvaises notes et dont on ne sait que faire et qui ont pourtant l'obligation de scolarité. Donc à ce moment-là, il m'a dit, on leur propose des filières pour lesquelles on sait qu'ils sont le moins en difficulté. D'accord. Voilà. Ça, c'est ce que les parents m'ont dit. Alors, pourquoi alors, dans ces filières moins, on va dire, renommées ou reconnues comme étant bonnes, on retrouve principalement, notamment sur certains territoires, des enfants d'origine immigrée? Je reconnais la question des filières pas bonnes ou bonnes. Des filières pas bonnes. Parce que, qu'est-ce qui expliquerait que donc majoritairement, notamment dans les filières dites professionnelles non exigeantes, on retrouve principalement des enfants d'immigrés? Parce que c'est une question d'inégalité sociale. Les enfants d'immigrés sont des enfants de classe pauvre, et sont des enfants de parents d'origine rurale qui n'ont pas la maîtrise des outils, de stratégies de réussite scolaire. Et donc, c'est une compétition, la réussite scolaire. Donc, quand les enfants arrivent à l'école, si les parents ne sont pas là, si l'enfant n'est pas bon et qu'il y a l'obligation de scolarité, on les oriente là-bas. Ça reflète justement la composition de la société. Ce n'est pas parce qu'il y a un désir de la société de les orienter là-bas. Si vous êtes dans un quartier ouvrier, c'est bien évidemment que vous aurez une majorité d'enfants qui vont essayer de reproduire ce que leurs parents ont vécu eux-mêmes. Et ils n'ont pas l'ambition d'être ingénieurs. J'ai fait des interviews avec des enfants nés en France, à Paris, et qui me disaient je vais être aide-soignante. D'accord. Elle n'était pas en face d'un blanc pour dire que c'est le blanc qui lui a suggéré. Quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, je veux être aide-soignante. D'accord. Alors que toutes les possibilités s'offraient à elle, elle m'a dit qu'elle voulait être aide-soignante.
Et comment vous expliquez ce manque d'ambition? Justement, Parce moi que j'ai sont souvent des- l'impression de se dire, si vous venez d'un milieu défavorisé, si vous voyez notamment, par exemple, autour d'Aix-Pluriel, par exemple, une certaine pauvreté qui touche principalement des gens qui vous ressemblent, qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas justement envie de mieux? Mais les critères de mieux sont différents. Il y a des gens, le mieux c'est je travaille, j'ai une voiture, j'ai un appartement à HLM, j'ai réussi ma vie. Le mieux D'accord. pour quelqu'un d'autre, ce serait je dois être cadre. Le mieux pour quelqu'un d'autre, ce doit être directeur. Donc les ambitions sont, quand les ambitions de la maison sont, il faut que tu te maries dès que tu as 21 ans et que tu aies des enfants, la famille a réussi. D'accord. Donc, cette jeune fille-là, son ambition, c'est pas de perdre son temps à l'école. C'est de, Oui. je lui pose la question, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Si j'ai le bac, je me marie. Ah oui, Voilà. effectivement. Voilà, donc si j'ai le bac, je me marie et je fais des enfants. D'accord. Voilà son critère de réussite sociale. Son papa est éboueur, elle n'a pas de projection au-delà du fait qu'elle a eu le bac, elle a première de sa famille a eu le bac, et donc si je me marie, Ça sera une ce réussite, serait une réussite. déjà. J'ai le bac, je me marie, c'est une réussite. Alors, ça fait 30 ans que vous travaillez dans ce domaine. Note d'espoir. Est-ce qu'il y a eu des changements dans ces parcours migratoires? Est-ce que finalement, vous avez vu un changement? Et positif ou négatif d'ailleurs? Ah oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de changements parce que les jeunes commencent à voir les personnes de leur communauté qui ont des postes de responsabilité Oui. et qui pour eux sont très importants. Mais avoir un ministre de tutelle, Ouais, notamment tutelle, dans le domaine de l'éducation, qui est d'ascendance Oui. africaine en C'est très partie. important. Mhm. Je suis intervenu dans un lycée au Muro, non, Oui. à Chanteloup-les-Vignes. Et Chanteloup-les-Vignes. donc, ils ont vu un Africain rentrer, ils croyaient que j'étais surveillant ou animateur. Ça m'arrive tout le temps. Voilà. Et à la pause, tous les animateurs et les surveillants sont rentrés. Et moi, je suis allé faire mon intervention, prévention de la radicalisation. Oui. Et je me suis présenté comme psychologue. C'était quelque chose d'impressionnant pour tous les enfants qui étaient là. À la fin de l'intervention, il y a 3 filles qui sont venues me voir en disant comment vous avez fait pour être psychologue. Parce Vous ne savez pas qu'un noir peut être psychologue. Waouh, on ne savait pas qu'un noir peut être psychologue. Voilà. Tous les noirs qu'elle voit dans son lycée, ils sont des surveillants. D'accord. Voilà. Donc, ces 3 jeunes m'ont demandé spontanément. Et c'était impressionnant de voir un noir psychologue. Donc, c'est aussi ces possibilités-là qui font qu'aujourd'hui les jeunes peuvent se projeter. J'ai moi-même suivi des jeunes filles qui sont venues, qui ont vu mon cabinet et qui aujourd'hui ont ouvert des cabinets spécialisés dans la psychologie. J'ai une jeune collègue qui a ouvert son cabinet sur l'autisme et les spécialisés sur les familles africaines. Ah mais il faut que je la rencontre parce que c'est absolument incroyable. Parce que vu le discours qui se tient autour de l'autisme dans les communautés africaines est absolument problématique. Donc il faudrait que je la rencontre. Oui, absolument. Donc il y a beaucoup de jeunes et de parents aussi qui commencent à comprendre que non, le destin de notre fils, c'est pas de reproduire cette vie de travailleurs qu'on a eu, de basse catégorie qui se projettent. Oui. Moi, je suis enseignante et c'est une profession qui a peu été embrassée par les migrants, même dits intellectuels. Pourquoi vous expliquez ça alors que finalement c'est aussi une partie du problème, non? C'est le travail des associations dites noires qui n'a pas été fait. On n'a pas suffisamment visibilisé et pris en charge notre communauté. D'accord. Oui. Ce travail-là de rendre visible les choses, de permettre d'aller à contre-courant, d'aller dire dans un lycée, vous n'avez pas tout donné de footballeur professionnel. Oui. Et de comprendre que vous pouvez être aussi ingénieur. Ça va prendre du temps, mais il y a une visibilisation et c'est ça qui permet. Or, ce travail n'a pas été effectué et ceux qui mobilisent, qui identifient nos jeunes aujourd'hui, leur rôle modèle, c'est pas nous. Leur rôle modèle, c'est d'autres personnes. Donc, il faut que les communautés, les intellectuels rendent visibles les parcours et disent voilà, c'est possible pour vous. On n'aura pas 10, on aura 2, 3, et puis on se dit tiens, je peux faire ça. Or, aujourd'hui, beaucoup ne s'imaginent pas parce que, oui, on n'a pas un contre-discours
les jeunes restent dans des identités qui sont figées. On leur montre pas quelqu'un qui dit voilà, moi je suis enseignant, j'aime ce métier-là, je l'adore, je le fais par plaisir. Et puis il y a un enfant qui va dire mais tiens maman, j'ai eu mon prof aujourd'hui. C'est ça qu'il faut travailler. Mais j'aime bien cette approche parce que moi, enfin, quand je suis avec un certain nombre d'Africains d'origine en général, c'est de dire mais pourquoi prof? Il n'y a pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est comme si le professeur, dans nos cultures d'origine, c'était déjà pas quelqu'un de très respecté. Donc, dans le parcours migratoire, or, cette personne, moi, me semble extrêmement importante. Et les professionnels de l'éducation, de plus en plus, lorsque je suis invitée à des réunions, quand je vois des éducateurs spé noirs, des psychologues comme vous, je suis contente parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et c'est un champ qu'on avait totalement délaissé, l'éducation et le social en général. Or, dans les autres groupes minoritaires, j'ai l'impression que ce sont au contraire des domaines qu'ils ont pris extrêmement à cœur. Pourquoi il y a ces disparités? Je crois qu'il y a une nouvelle génération. Oui. Je suis intervenu il y a 2 semaines à la Caisse d'allocation familiale de Paris. Oui. À la fin, il y a 2 jeunes dames africaines qui sont venues me voir et qui ont dit il faut absolument qu'on travaille avec vous. Nous sommes directrices dans des structures et on ne savait pas qu'il y a des gens comme vous. On a besoin des gens comme vous pour travailler avec les familles de nos quartiers. Donc ce sont des gens qui maintenant ont pris conscience, alors qu'il y avait 3 psychologues aussi, mais ils sont venus en disant il faudrait qu'on se mette en contact. On va vous faire intervenir dans notre structure parce qu'on a besoin de personnes comme vous. Vous et moi, on se connaît depuis des années. Est-ce que vous voyez, parce qu'il y a un fort discours sur le communautarisme actuellement en France, et moi j'ai connu Axe Pluriel vers le début, avant même qu'on se soit Axe Pluriel. Est-ce que le fait de moi je suis noire, vous êtes également noir, vous le voyez comme un acte communautariste, alors que moi je reçois tout le monde, j'enseigne pour tout le monde et j'ai l'impression que j'enseigne de la même manière. Est-ce que c'est un reproche qui peut nous être fait? Ou c'est une nécessité au contraire de travailler ensemble et avec d'autres? Je pense que l'importance de la compétence, il faut travailler avec la communauté ou avec d'autres personnes, il faut d'abord être compétent. Il faut donner aux gens le meilleur service possible. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. S'il se trouve que la majorité de nos patients, nos clients ou nos élèves sont des Africains ou des Noirs, moi je ne me sens pas du tout en difficulté par rapport à ça. Par contre, je dois avoir la meilleure prestation possible pour ça. Et ensuite, les jeunes, ils arrivent et ils disent on a besoin de vous. Parce que les personnes, quand ils rentrent ici, ils sont des citoyens, ils sont des Français, ce sont des Parisiens. Ici, je vois tout le monde. Quand je viens ici, je vois des enfants de toutes les origines. Et souvent, ce que les gens, moi-même en tant qu'enseignante, le côté j'ai jamais vu un professeur comme vous. Et vous voyez l'enfant qui vous dit ça, c'est une petite blonde aux yeux bleus et ça n'a rien à voir avec ma couleur, bien souvent. Moi, j'ai vécu longtemps en Asie, et souvent la question de tu dois pas faire face au racisme quotidiennement. Je dis mais en fait très rarement, parce qu'en fait ce que les gens voient c'est la possibilité. Et je vois souvent qu'en fait les freins sont plus économiques. La blonde aux yeux bleus qui vit dans un milieu où finalement elle est fermée, elle vient de Pontoise, l'excellence pour elle c'est d'avoir un poste éventuellement de middle management, ou réussir un concours de catégorie B. Quand elle me voit et je lui dis mais tu n'as pas pensé à postuler à une école du top 10 à telle prépa? Elle dit mais enfin personne chez moi ne fait de prépa. Je dis mais pourquoi ça? Et finalement, moi la majorité de mes clients dans le cadre du coaching ne sont pas noirs. Et leur interrogation ou mes capacités professionnelles, je ne pense même pas que la couleur intervienne à un moment donné. Vous savez, j'ai suivi une famille japonaise. Oui, effectivement, j'ai vécu au Japon. J'ai suivi une famille japonaise ici. Et cette famille qui avait vu 2 autres psychologues m'avait dit que c'était le seul endroit où c'était entendu. C'était senti entendu.
Et d'ailleurs, on a travaillé pour que leur fille qui était en placement dans une famille rejoigne sa famille d'origine. En plus, j'imagine que si ce sont des Japonais en France, ça doit être un milieu social extrêmement aisé. Extrêmement aisé, mais cette dame qui ne parlait pas français, qui avait une interprète pour japonais français, est venue ici, a été suivie et m'a beaucoup remercié. Le travail a abouti à ce que sa fille qui était placée rentre chez elle. Donc, c'est aussi une compétence, c'est d'abord avoir une compétence. Après, si les clients sont majoritairement noirs, c'est pas un problème, blanc, mais nous, on doit être hyper compétents. Et c'est ça qui fait que les gens apprennent et ça va rejaillir sur les autres. Mais moi, j'aime bien, enfin, pour le coup, c'est pour ça que j'ai choisi de vous interviewer, parce que je pense qu'il y a un manque de représentativité du travail qui est fait et des professionnels qui existent de toutes les origines qui accompagnent les familles et les enfants. Donc, je tenais absolument à vous remercier. On va encore enregistrer d'autres épisodes, très clairement, parce que vous avez mentionné notamment votre travail sur la lutte contre la radicalisation, notamment. Je sais que vous êtes expert dans ce domaine. Les questions sur la question du genre et l'orientation sexuelle, déterminant, j'ai énormément de problèmes, et là c'est pas seulement au sein des communautés noires, c'est des parents qui mettent leurs enfants à la porte, et des parents blancs, français, etc. Du fait d'apprendre que par exemple leur enfant est gay ou lesbien. Ou transgenre. Oui, de plus en plus. De plus en plus sont des ados. Comment on répond à ça? D'accord. Il ne suffit pas de leur dire que tu es africain. Il ne suffit pas de ça. Ça ne rassure absolument pas l'enfant. Ou Dieu, moi je travaille avec beaucoup de familles portugaises, de dire bah non, ça c'est dans la Bible, ça n'existe pas, ça n'existe pas chez nous. Mais en tout cas, je vous remercie, Dr Ezavé. J'espère que, non, je suis certaine qu'on va renouveler cet échange. Et merci de partager avec nous votre expertise et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt avec Converging Education. Au revoir. Au revoir.